Brian Lockhart, vous êtes directeur des biotechnologies et de la recherche des biomarqueurs au sein des laboratoires Servier en France. Votre pôle d'expertise utilise les nouvelles technologies et les domaines d'expertise comme la génomique, la protéomique, les pathologies moléculaires et la bioinformatique pour les appliquer à différents axes de recherche thérapeutique, notamment l'oncologie, les maladies cardiovasculaires et les maladies métaboliques. Vous avez publié plus de 80 articles et vous êtes co-détenteur de 8 brevets. Alors, Brian Lockhart, j'ai une question à vous poser. Est-ce que les biopsies liquides vont changer la prise en charge du cancer? Vous connaissez la règle du jeu, c'est 15 minutes, moins 5 la clochette et moins 1 la petite musique. D'accord. Bon, merci beaucoup encore pour cette invitation aujourd'hui. Je suis un peu stressé par l'idée de rester dans le temps, parce que ce n'est pas mes habitudes, mais je vais essayer je vais vous aider. Vous allez m'aider. Alors, donc, aujourd'hui, je vais vous parler d'un concept qui émerge depuis un certain nombre d'années, la notion de la biopsie liquide. Je vais vous en expliquer. Vous avez peut-être certainement entendu parler. J'ai regardé ce matin, en 2016, nous sommes déjà à 1000 publications avec la notion biopsie liquide dans le cancer. Donc, vont-elles changer la prise en charge du cancer? Évolution ou révolution? Je mets les deux mots parce qu'il y a parfois une tendance de mettre les expectations avant la science. Ici, je vais vous parler un petit peu, pour que vous compreniez exactement ce que c'est la biopsie liquide, ses potentielles applications et ses limites. Donc, je vais essayer de ne pas être trop détaillé dans les applications et les explications scientifiques. L'idée, c'est de comprendre, nous sommes dans une phase de compréhension de la potentiel de cette approche et je pense que vous allez réaliser à travers ces 10-15 minutes. Donc, effectivement, je suis directeur d'une structure au sein du groupe Servier qui travaille dans des différents axes thérapeutiques, y compris le cancer. Cette structure, en fait, c'est le tissage des expertises et technologies dans un objectif, comme je l'avais précisé, d'approfondir la connaissance physiopathologique des maladies. Comprendre les mécanismes va nous permettre d'identifier des mécanismes pour identifier des cibles pour demain, des biomarqueurs qui vont nous aider à mieux suivre l'efficacité d'un médicament ou même mieux stratifier les patients demain. Et aujourd'hui, la science, c'est ça. La science, c'est un assemblage d'expertise et de technologie pour comprendre un système biologique, de l'ADN, de l'ARN, la protéine, les interactions entre les cellules, les interactions au niveau tissulaire et bien évidemment le fait d'environnement. Et lorsqu'on parle aujourd'hui de big data, le problème aujourd'hui n'est pas la genèse des données. On peut générer des téraoctets de données tous les jours, ce n'est pas un problème. Le problème de demain, c'est l'analyse. Et nous sommes aujourd'hui, je pense qu'il y a un vrai problème par rapport à les formations nécessaires, bioinformaticiens, biostatisticiens, mathématiciens, qui va nous aider à comprendre la complexité du système biologique. Donc, première chose, le gold standard aujourd'hui d'un diagnostic du cancer, c'est la biopsie tissulaire. Donc, c'est un prélèvement d'un prélèvement tumeur du patient. C'est quand même un acte chirurgical qui n'est pas sans risque par rapport à certains prélèvements. Et bien évidemment, les prélèvements répétitifs ne sont pas toujours accessibles. Nous avons également parlé, il y a quelques minutes, de la notion de hétérogénéité intratumorale, c'est-à-dire un tumeur est composé de multiples clones, de multiples zones très différentes sur un plan génétique, sur un plan même transcriptomique, sur l'expression de protéines par rapport à l'interaction avec les cellules cancéreuses et stromales. Donc c'est une entité très hétérogène. Deuxième élément, entre le tumeur primaire et le tumeur de métastase, il y a également une hétérogénéité très importante. C'est-à-dire un prélèvement qu'on va faire dans le tumeur primaire ne va pas forcément être le reflet des anomalies génétiques et génomiques qu'on voit dans les métastases. Il y a même des études qui démontrent qu'en fonction, vous pouvez prélever un morceau d'une 14 métastases dans un individu et chaque métastase a un profil génomique différent de l'autre. Donc nous sommes dans une maladie d'une grande complexité. Donc quelle est la pertinence d'une biopsie, d'un parti, d'un tumeur primaire par rapport à toutes les entités dans l'individu? Grande question. Nous avons évoqué aussi la dynamique
en termes d'évolution darwinienne des tumeurs. Le tumeur est dans un processus constant d'évolution qui évolue dans le temps, qui évolue en fonction du contexte où il se trouve, que ce soit primaire ou métastatique. Parfois, la biopsie est limitée en termes de quantité, c'est des biopsies en aiguille, et ça limite le type d'analyse qu'on peut faire, parce que d'abord, c'est un prélèvement diagnostique et pas pour la recherche. Donc, quand le prélèvement diagnostique est utilisé, il reste peut-être peu matériel pour poursuivre des éléments en termes de recherche. Et tout acte chirurgical, réunir les chirurgiens, l'anesthésiste, le bloc opératoire, c'est un coût important. Donc ça, c'est un constat. Je dis aujourd'hui, il n'y a rien qui remplace la biopsie sous le microscope et le diagnostic qui est fait aujourd'hui par les anapathes. Mais il y a peut-être un potentiel élément qui va être une complémentarité par rapport à ce type d'analyse. Et ça s'appelle la biopsie liquide. Pourquoi? Parce qu'il y a une interaction constante entre le tumeur et les vaisseaux sanguins. Le tumeur, c'est un système dynamique où constamment il y a un échange entre le tumeur et le sang. C'est une exudation, une libération de soit de l'ADN du tumeur, soit des cellules du tumeur, ça s'appelle des cellules tumeurs circulantes. C'est des exosomes, c'est des types particules membranaires qui contiennent matière intracellulaire qui est libérée par le tumeur. Il y a des protéines et il y en a peut-être certaines autres choses. Donc il y a cette constante libération de ces éléments par les tumeurs dans le sang. Donc je ne vais pas parler de toutes ces entités-là, je vais parler simplement d'une, c'est l'ADN circulant d'origine tumorale, qui, en fait, l'origine, c'est la mort cellulaire dans le tumeur par la nécrose, l'apoptose. Donc, le tumeur va libérer par la mort des cellules dans le tumeur ces petits fragments de l'ADN. Ils sont souvent de l'ordre d'une centaine ou 200 paires de bases. Ce qu'on constate, c'est cet ADN, même dans une personne normale sans tumeur, les cellules endothéliales libèrent constamment l'ADN circulant. Donc nous avons l'ADN circulant normal et nous avons, dans le cas d'une patiente avec un cancer, l'ADN d'origine tumorale. Les quantités sont différentes en termes de quantité, mais ce qui est très différent, c'est qu'il y a des anomalies génétiques ou génomiques dans le tumeur qui ne se trouvent pas dans votre ADN constitutif. Donc nous avons des signatures très spécifiques des tumeurs que c'est peut-être un levier dans lequel on peut identifier ces éléments. Mais pour distinguer l'ADN tumoral par rapport à l'ADN normal, nous avons besoin des techniques et des technologies très sensibles pour démasquer et d'identifier ces anomalies. Donc ça, c'est la première chose par rapport à la notion de cette interaction avec le tumeur et le sang. Deuxième chose, donc il y a un certain nombre d'études. Donc celui-ci date d'il y a 2-3 ans par une équipe aux États-Unis, une étude assez exhaustive sur différents types de tumeurs. Donc ici, on ne le voit peut-être pas de façon très claire, mais c'est différents types de tumeurs qui sont de colorectal, du sein jusqu'à les glioblastomes. Simplement, dans ce graphe, ce qui est montré que certains types de tumeurs libèrent beaucoup plus d'ADN dans le sang que d'autres. Bien sûr, un glioblastome, avec le barymétoencéphalie, qui ne peut pas avoir cette libération de l'ADN tumoral dans le sang. Donc, on voit que le cancer de type vessie par rapport au colorectal, par rapport au sein, libère beaucoup plus l'ADN par rapport au glioblastome. Premier constat. Deuxième constat présenté dans cette figure ici, c'est la quantité qui est libérée dépend de la stade du tumeur. Donc les stades avancés, stade 4, stade 3, libèrent beaucoup plus d'ADN que les stades précoces. Et bien évidemment, un cancer métastatique va aussi libérer les quantités plus importantes. Donc il faut que j'aille vite là. Donc les intérêts de la mesure ADN circulant, il y en a des multiples. C'est une alternative aux biopsies parce qu'il n'y a pas d'opération. On peut dépister des prélèvements sanguins, utiliser pour des biomarqueurs de sélection. Ça va contrer l'hétérogénéité des tumeurs parce que nous avons dans le sang la représentation de toutes les anomalies potentielles dans toutes les tumeurs primaires métastatiques. Ça va peut-être nous permettre de suivre la réponse du patient, identifier les maladies résiduelles, suivre le développement de la résistance et le diagnostic précoce. Donc, par une simple prise de sang, on va identifier des amplifications des lésions des gènes dans le tumeur, des translocations,
des mutations, des anomalies comme ça, que même la méthylation de l'ADN, et ça à travers des technologies aujourd'hui qui sont du séquençage ou des PCR de type digital. Donc, je ne vais pas en concorde, des différentes approches méthodologiques qu'on peut utiliser, soit ces approches de type PCR, soit de type séquençage, les différentes sociétés et méthodologies à notre disposition pour faire ce type d'analyse. Et on peut même aujourd'hui, par rapport à certaines technologies, suivre des multiples anomalies dans le tumeur. Ici, c'est un exemple d'un test qui permet de suivre toutes ces mutations spécifiques au tumeur ou des amplifications par une simple prise de sang de 2 ml et 2 ml de plasma. Donc, on commence à voir l'évolution importante des approches technologiques pour répondre à ça. Ici, c'est un exemple d'une publication il y a 1 an d'un cancer du sein dans la détection des maladies résiduelles. Je vais expliquer très rapidement. Donc, c'est un suivi d'un patient à partir du baseline après chirurgie, 6 mois, 12 mois, 18 mois, 24 mois. Dans les baselines, 3 mutations ont été identifiées. Ici, par contre, on voit au cours du traitement que le nombre de mutations est augmenté. Le patient, ici, la réponse était terminée par rapport au médicament parce qu'on a vu l'apparition d'une sous-clone, je vous en ai parlé, qui provoque la résistance au traitement. Et en fait, ce qu'on voit, qu'à ce stade-là, 12 mois, on voit apparaître une mutation qui n'était pas présente dans les précédents prélèvements en baseline et à 6 mois. Cette mutation ici. Par la simple prise de sang, nous étions capables de suivre cette apparition d'un clone lié à la résistance. Donc, dans le futur, ça va être important. Ça va permettre un suivi thérapeutique plus régulier du patient. Une prise de sang, ce n'est pas une biopsie tissulaire. Et peut-être de façon plus précoce, identifier ces clones liés à la résistance et proposer d'autres traitements. Donc, je vais peut-être aller rapidement à mon dernier diapositive, mais que je l'ai perdu. Voilà, il est ici. C'est en termes de conclusion et perspective. Donc, la biopsie liquide, c'est quoi en termes d'intérêt? C'est peut-être un diagnostic précoce, une simple prise de sang. On n'a pas besoin de faire un acte chirurgical de biopsie. Ça va peut-être nous aider à avoir un suivi de la charge tumorale beaucoup plus régulier. Ça va nous aider à mieux suivre le développement et suivi des clones résistants et peut-être proposer des traitements alternatifs et aussi détecter ce qu'on appelle les minimal residual disease, c'était les maladies résiduelles des clones ou des cellules circulantes qui sont peut-être encore liées à la rechute des patients. Alors, pour limiter un petit peu l'enthousiasme, parce qu'il y a encore du chemin à faire, on ne comprend pas toujours tous les éléments par rapport à la sécrétion de l'ADN par rapport à un tumeur. Pourquoi certains tumeurs libèrent plus que d'autres? Pourquoi, en fonction de stade, c'est plus important? Donc, il faut qu'on essaie de comprendre un peu plus ces aspects-là. Les coûts d'analyse sont encore trop chers. Il faut qu'on arrive à baisser ces coûts. Mais comme j'ai dit, il y a 20 ans, le coût de séquençage gène humain, c'était 3 milliards de dollars. Maintenant, c'est 1 000 dollars. Donc, il n'y a aucun doute que les coûts vont baisser et porter ces éléments par rapport à les patients. Il y a un manque de sensibilité de ces traitements pour certaines pathologies. Nous avons le risque de sous-diagnostic parce qu'il y a certaines technologies aujourd'hui. J'entends de la musique là. Le sous-diagnostic, c'est que le fait qu'on peut détecter quelques molécules de mutation, on peut être encore, comme on a vu ce matin dans certains cas, être dans un sous-diagnostic de certaines maladies indolentes et pas agressives. Et l'utilité clinique reste encore à démontrer. C'est un élément clé. Il faut à un moment que ces approches-là vont aider dans le survivre et la prise en charge du patient. Voilà, j'arrête. C'est parfait. Merci. Une question à vous poser. Est-ce que ces biopsies liquides, ça rentre dans ce qu'on appelle les thérapies au pied du lit, les traitements au pied du lit? Oui, parce que c'est rapide. Imaginez une prise de sang par rapport à une biopsie. Et le résultat du séquençage, on l'a complètement. Aujourd'hui, en qPCR, on peut avoir un résultat dans 24 heures, même moins. Donc, et je pense que les technologies... Ça permet vraiment de suivre très, très finement. L'idée, c'est d'aller vers justement ce suivi de plus en plus rapide. Tout à fait. Merci, et puis applaudissez les chercheurs. Merci beaucoup.